Bonjour, bienvenue à celles et ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin et qui nous rejoignent cet après-midi pour la suite de ces Connect Days, troisième édition de cet événement organisé ici à Nice et Fort-Cité. Nous sommes en direct de la salle de diffusion de cet équipement à Chalon-sur-Saône pour cette troisième édition qui est entièrement dématérialisée. C'est une version inédite de cette rencontre tout entière consacrée à la transformation numérique des entreprises. Nous allons cet après-midi parler d'impression 3D. L'impression 3D, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est pour moi? Quand je suis chef d'entreprise, la question est légitime. C'est une question dont nous débattrons tout à l'heure à partir de 15 heures. Le programme Industrie du futur, qu'est-ce que c'est? Là encore, de quelle manière il peut m'aider? De quelle manière je peux être accompagné, voire financé pour la transition numérique de mon entreprise? Ce sera l'objet de notre rencontre de 16 heures. Mais avant toute chose, nous sommes cet après-midi réunis à 14 heures ici, présentement, pour discuter ensemble de e-commerce, de vente en ligne. Je vous présenterai dans un instant les intervenants qui sont autour de moi sur cette scène, ici à Nice et Fort-Cité. Mais avant que je ne vous les présente, quelques chiffres clés pour poser le cadre, poser le contexte de nos échanges qui ont été préparés, je dois le préciser, en partenariat avec le MEDEF de Saône-et-Loire et la CPME de Saône-et-Loire. Vous allez voir, le commerce en ligne, on en parle beaucoup en particulier en ce moment, en ces périodes de crise et de confinement. C'est une tendance de fond, une tendance lourde, c'est un sujet c'est une manière de consommer qui se développe énormément, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ça pose toutefois beaucoup de questions et ça lève beaucoup d'enjeux. Quelques chiffres donc pour bien recadrer le débat. Le commerce sur Internet en France a franchi l'an dernier la barre symbolique des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 11% de plus que l'année précédente. Pour mémoire, on était autour de 60 milliards il y a 5 ans. C'est dire la rapidité de la croissance. 8 Français sur 10 ont déjà acheté sur Internet ou achètent régulièrement en ligne et 90% en sont visiblement très contents. Ils considèrent que c'est très bien pour eux. Ce sont des chiffres tirés d'une étude tout à fait sérieuse et officielle que je vous livre ici. L'acte d'achat se fait de plus en plus via le smartphone. C'est une tendance dont il faudra tenir compte, bien entendu, dans nos débats tout à l'heure. Sur les 40 millions de Français qui ont cliqué l'an dernier, plus de 3 millions l'ont fait depuis leur smartphone et cette pratique a tendance à augmenter encore plus vite que l'achat en ligne proprement dit. Le e-commerce concerne toutes les classes d'âge, donc haro sur les idées reçues, y compris les seniors, qui sont un petit peu en retrait, c'est vrai, mais 72% des plus de 65 ans ont déjà acheté en ligne. Enfin, le commerce en ligne, ça concerne toute la France, ça concerne toutes les régions, mais là aussi un chiffre qui peut éventuellement nous intéresser. La Bourgogne-Franche-Comté, dans cette étude, est la région de France où l'on achète le moins en ligne. 72% de la population, ça reste évidemment un phénomène très majoritaire, mais c'est un petit peu en retrait de ce qui se fait dans un certain nombre, enfin dans toutes les autres régions françaises. Place à nos intervenants et à l'échange cet après-midi. Je commence avec vous, Grégoire Chalumet. Bonjour. Vous dirigez la lingerie Le Chat, oui, dont le siège se trouve à Chauffailles. Entreprise familiale dont la création remonte à l'entre-deux-guerres, mais qui a véritablement pris son envol après 1945, avec la fabrication de ce qu'on appelait à l'époque les fonds de robe. Exactement. Pour ces dames. Activité qui a été florissante jusqu'à la fin des années 1960 et ensuite l'entreprise s'est positionnée sur la fabrication de la lingerie dite de nuit, sur un créneau donc assez haut de gamme, vous allez nous le confirmer dans un instant. Avant de se diversifier à nouveau dans les années 1980 vers ce qu'on appelle le homeware, donc les vêtements qu'on porte à la maison pour se sentir bien. Voilà. J'ai résumé à grands traits aujourd'hui votre entreprise, combien de salariés, quel chiffre d'affaires, quelles sont les données chiffrées lourdes de votre entreprise. En quelques chiffres, l'entreprise, c'est aujourd'hui 5 millions de chiffres d'affaires, 35 personnes, une part de l'exportation qui représente un peu plus de 30%. Le siège qui est toujours à Chauffailles, ici au Bourgogne. Le siège qui est toujours à Chauffailles, là où tout a démarré il y a maintenant 80 ans. Avec un créneau, je l'ai dit tout à l'heure, qui est le haut de gamme que vous maintenez au fil des années. Il y a des valeurs, même si la société a changé de métier au fil des années, il y a des valeurs qui perdurent. Et dans ces valeurs, il y a la qualité, le positionnement de gamme, la féminité, parce qu'on a toujours fait des produits pour les femmes et par les femmes. On ne respecte pas du tout la loi pour la parité. On a 95% de femmes
au siège de la société, c'est ainsi. Et la pérennité, parce qu'on est généralement sur des stratégies, des politiques plutôt de long terme et pas forcément de très court terme. L'histoire de l'entreprise telle que je l'ai Ouais. résumée, finalement, c'est l'histoire d'une adaptation, d'une adaptation constante de l'entreprise aux évolutions de la société, aux évolutions du monde, aux évolutions du commerce. Du coup, le basculement vers le numérique, vous le voyez comme une adaptation de plus dans le long fil de l'histoire de votre entreprise? Une adaptation est finalement une évolution très progressive et naturelle qui s'est faite dans la société depuis maintenant pratiquement 10 ans, ce qui semble ancien au vu de l'évolution du e-commerce. Euh, alors évidemment, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on a voulu internaliser dès le début pour acquérir ce savoir-faire et le conserver en interne. Et ça s'est fait ensuite graduellement avec notre propre site de e-commerce, avec le développement sur les marketplaces, les places de marché, pardon, et également à l'attention du marché français et également de l'exportation, puisqu'aujourd'hui nous vendons en ligne dans le monde entier. Alors, vous vendez en ligne depuis quand? Depuis maintenant 8 ans. Depuis 8 ans sur votre propre site, donc qui est Oui, un site marchand, qui est oui. devenu marchand en tout cas, On il y avait a un 8 ans. site avant qui était purement image et Voilà. qui a basculé en site marchand il y a 8 ans. Et par ailleurs, vous l'avez dit, vous avez de la vente effectivement sur un certain nombre d'autres sites internet Oui, qui sont des marketplaces. oui. Aujourd'hui, la part d'articles que vous vendez en ligne, elle pèse lourd dans l'entreprise, dans le chiffre d'affaires? Alors, elle va crescendo depuis ces dernières années. Pour vous donner un exemple, en 2019, c'était 12% de notre chiffre d'affaires. 2020, avec les spécificités, on va dire, qu'on connaît, évidemment, la part a fortement cru, puisque ça va être 25% de notre chiffre d'affaires cette année. Vous pouvez a priori maintenir ce taux de 25% ou vous allez malgré tout, il y a un effet 2020 qui va s'effacer en 2021. Quelles sont vos Je pense perspectives? que ce qui s'est passé en 2020 a fait qu'accélérer un phénomène qui était là, et on pensait déjà que notre bon équilibre était aux alentours d'un quart de notre chiffre d'affaires réalisé en ligne. Donc on y est peut-être parvenu, grâce ou à cause du Covid, on peut cette fois peut-être dire grâce, un peu plus vite que prévu. Une dernière question avant que je ne présente les Mhm. autres intervenants. Quand vous vous êtes lancé dans le e-commerce il y a 8 ans, Oui. quel était votre état d'esprit? C'était de dire, il n'y a pas le choix, il faut y aller, on y va, ou vous aviez une véritable conviction que ça allait devenir un canal de distribution, un canal de vente tout à fait majeur? Ça l'était déjà, parce qu'il y a 8 ans, ça paraît ancien, et pour autant Amazon était déjà un géant, il y avait déjà des géants du numérique. Et en même temps, on remarquait une sorte de deux mondes parallèles. Il y avait les géants du numérique qui étaient déjà là, qui étaient déjà arrivés à des tailles énormes. Et d'un autre côté, vous aviez les marques qui souvent hésitaient à franchir le pas en se disant, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis légitime à le faire? Est-ce que je saurais faire? Est-ce que mes clients l'accepteront? Là où on a peut-être été un petit peu différent, c'est qu'on avait la conviction que nous avions la légitimité pour le faire et que de toute façon, l'ensemble des marques se distribueraient en ligne dans le futur. Donc on y allait peut-être un peu plus vite que la moyenne des autres acteurs sur notre marché. Autre acteur à qui je donne la parole, c'est Daniel Porte. Merci d'être avec nous. Vous êtes en visioconférence, Daniel. Vous dirigez la société Monesport et il y a dans votre histoire quelques éléments qui entrent en résonance avec ce qu'on vient de voir du côté de la lingerie Le Chat. Monesport, le siège est à Mont-Soleil-Mines. Là aussi, une création entre deux guerres, c'était en 1930. Vous avez repris l'entreprise en 2013, après un parcours personnel dans le marketing et le commercial, dans une marque d'horlogerie haut de gamme, celle qu'on porte quand on a réussi sa vie, c'est ça, si je puis me permettre cette petite touche d'humour. Oui, Daniel. on peut effectivement pas mentionner Rolex sans rajouter cette phrase. Voilà, c'est J'ai comme pas quoi. fait toute ma carrière chez eux. C'était les dernières années. J'ai voyagé, j'ai fait beaucoup d'autres sociétés et marques. Mais pour ce qui nous occupe aujourd'hui, effectivement, j'ai 2013. repris la société en 2013. Monesport, dont Euh, le métier, c'est les protections pour le pied des sportifs. Donc, vous c'est ça. proposez des articles techniques pour les gens qui pratiquent le running, le trek, le ski, les sports de Le montagne. ski, Enfin, les sports de montagne, voilà. exactement. C'est bien ça. Exactement, exactement. L'entreprise toujours basée à Mont-Soleil-Mines, quelques chiffres clés. Vous êtes combien? Quel chiffre d'affaires? Quel marché? Alors, en termes
D'effectifs, nous sommes 23 personnes. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 2,4 millions et nous sommes exportateurs à hauteur de 10% de notre chiffre d'affaires. C'est une activité qui a commencé il y a, je dirais, 3 ans, vraiment. Euh, Quand vous avez repris l'entreprise en 2013, votre conviction était qu'il fallait aller sur Internet. Euh, racontez-nous ce qui s'est passé en Alors, 2013-2014. c'est effectivement, bon, c'est intéressant d'avoir nos deux sociétés, celle de Grégoire et la mienne, en parallèle, parce que notre approche a été véritablement différente, en ce sens que en 2013, nous avions encore énormément de travail à faire en termes de progression de notre distribution dans la distribution physique. Et par conséquent, j'avais décidé de mettre une priorité absolue dans les gains de distribution, dans la distribution qui est la nôtre, c'est-à-dire les magasins spécialisés dans le sport. Et par conséquent, la vente sur Internet en direct avec nos consommateurs, ce qu'on appelle le B2C, n'était pas une priorité du tout. On l'a néanmoins fait, mais en termes très light, très légers, car nous voulions vraiment mettre l'essentiel de nos ressources financières dans les gains de distribution auprès des grandes chaînes qui elles-mêmes sont en progression. Et c'est important de le noter, la distribution sportive en France est en progression en termes de nombre de points de vente. Donc, nous avons fait un site en 2013 qui avait pour vocation d'être un outil pour le B2B, c'est-à-dire que les clients puissent passer des commandes directement chez nous par ce site, mais sans insister véritablement sur le B2C. C'est-à-dire que nous ne cherchions pas véritablement à développer nos ventes aux consommateurs, sachant en cela que nous avons des clients qui sont des pure players, c'est-à-dire des sites Internet spécialisés dans le sport qui sont en très, très, très forte progression. Et en cela, ça suffisait à alimenter notre propre progression. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. C'est-à-dire que d'un premier temps, on est arrivé à une sorte de plateau dans notre distribution. Il n'y a plus beaucoup de progression possible de ce point de vue-là. On voit effectivement ce que tout le monde sera d'accord pour souligner, c'est que la progression des ventes en ligne est considérable et donc il faut aujourd'hui réintégrer ça dans notre stratégie Internet. Ce que j'entends dans ce que vous dites, Daniel, c'est que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que d'une part, Internet vous a permis de développer des débouchés nouveaux pour votre activité de vente, et d'autre part, en développant le B2C, alors que vous étiez plutôt un spécialiste donc qui fournissait des grossistes ou des enseignes, vous repreniez quelque part un petit peu la maîtrise ou le contrôle de votre propre vente. Je me trompe? Oui, c'était à deux titres. D'abord, la première chose, c'est que quand on vend dans un magasin, le magasin va nous choisir, va faire ce qu'on appelle un référencement, une sélection de à peine 10% de toute notre gamme. Donc, en faisant des ventes en direct, on offre 100% de notre collection à l'achat aux clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect des choses, c'est que nos amis distributeurs sont assez gourmands, on va dire, en termes commerciaux, c'est-à-dire, pour parler très clairement, les remises qui sont demandées par la distribution sont assez considérables, que l'on soit producteur en France ou importateur. Donc la rentabilité d'une société qui vend dans la distribution, elle est, on va dire, un peu empiétée ou endommagée par les remises commerciales. Donc, vendre en direct sur un site est un moyen de rétablir la rentabilité d'une société. Alors, je vous pose la question tout de suite, même si on aura l'occasion d'en reparler. Du coup, votre vente sur le site se fait à un prix inférieur à celle qu'on trouve dans les magasins de vos revendeurs ou pas, ou vous avez maintenu le prix du coup pour ne pas justement vampiriser vos réseaux traditionnels? Non, les prix sur Internet sont faits au prix, je dirais,
recommandé, c'est-à-dire en général au-dessus de ce qui se fait dans les magasins, mais comme je vous le disais, la rentabilité de vente sur Internet est plus intéressante parce que l'on n'a pas tous les coûts liés à la distribution que nous demandent, les coûts demandés par les grands magasins. Bien entendu, on supprime quelques intermédiaires dans l'histoire. Grégoire, On comment vous avez supprime géré quelques intermédiaires. cette question du prix de vente de vos articles en ce qui vous concerne pour la lingerie Le Chat? On s'est toujours attaché à proposer les mêmes prix de vente publics que l'on soit sur notre site, sur les marketplaces ou chez nos clients revendeurs. Dans le cas contraire, je pense que ça aurait été très difficilement gérable. Donc tout le monde suit ce qu'on appelle le prix de vente conseillé. Alignement. Une dernière question, Daniel, avant que je ne poursuive le tour de table. Le résultat de tout ça, vous en êtes où aujourd'hui? Quelle part de votre chiffre d'affaires se fait par la vente en ligne? Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, nous n'avons pas mis l'accent encore véritablement sur les ventes en ligne parce que nous avons bénéficié de nos gains de distribution dans la distribution physique. Et ce n'est qu'à partir de l'année prochaine que nous allons véritablement mettre l'emphase sur les ventes en transformant notre site Internet pour le rendre beaucoup plus dynamique sur ce marché-là. D'accord, donc vous nous annoncez une offensive de Money Sport sur la vente en ligne à partir de 2021. Je l'annonce. On l'espère. Claude Poux, vous connaissiez bien Daniel Porte, donc ce n'est pas tout à fait un hasard si je vous donne la parole dans la foulée. Bonjour. Vous dirigez l'agence de communication Mr. Harry, qui est basée à Tournu et à Chalon-sur-Saône également. Entreprise créée en 1998 et qui fut donc une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne, des web agencies, comme on les appelle, donc ces entreprises spécialisées dans l'Internet, dans la région. Je précise que vous constituez un groupe régional, vous avez engagé la constitution d'un groupe d'entreprises que vous poursuivez, actuellement 4 entités qui assurent une présence de ce groupe qui s'appelle donc Kendra Group, une présence de Dijon à Lyon, on va dire ça de cette manière. 4 entreprises actuellement, elles seront 2 de plus l'an prochain. Votre métier donc le digital avec une expertise globale sur les questions liées au digital, mais notamment le e-commerce. Quelle est votre compétence ou votre expertise, votre savoir-faire en matière de e-commerce? Alors notre expertise en matière d'e-commerce, en fait, elle rejoint un peu les compétences globales du groupe. C'est-à-dire que nous, on a toujours considéré l'e-commerce comme un moyen, un outil, en fait, qu'on allait apporter à nos clients, et on le raisonne de façon globale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas spécialisé dans l'e-commerce. On a aujourd'hui un panel de compétences dans le groupe et chez Mr. Harry, qui va de la stratégie de marque jusqu'au web marketing et au community management. Et donc, la partie e-commerce est vraiment intégrée dans notre réflexion globale. C'est-à-dire qu'en fait, on aborde ce sujet-là avec les clients avec cette vision plus globale, en prenant du recul sur quels sont ses métiers, son activité, ses clients. Et donc, on peut lui répondre en matière de stratégie, de le conseiller éventuellement en amont et l'emmener jusqu'à l'aval pour faire fonctionner son site internet e-commerce. Quand vous parlez de e-commerce avec ses clients, donc éventuellement dans le cadre d'une discussion plus générale sur leur stratégie globale en matière d'Internet, comment réagissent-ils? Le e-commerce, est-ce qu'aujourd'hui c'est considéré comme une évidence ou au contraire, il y a encore des questions, des résistances, voire des réticences à se lancer dans la vente en ligne? Je dirais que déjà ça dépend un petit peu de l'interlocuteur. On en parlait rapidement tout à l'heure. Entre la PME qui s'exprime sur un marché national et qui fait du B2B, par exemple, le commerçant de quartier qui, lui, aujourd'hui est intéressé par un site e-commerce en drive, ou la place de marché, ce n'est pas du tout la même réflexion. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'effectivement, tout le monde aujourd'hui a tendance à considérer le e-commerce comme quelque chose de naturel. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas encore des freins à son adoption. En tant que consommateur, en tout cas. En tant que consommateur, oui. En tant que vendeur, enfin qu'utilisateur de l'e-commerce pour son entreprise, c'est un petit peu plus complexe aujourd'hui. Un peu plus compliqué, on va dire. Où sont les points de complexité, justement? C'est des problèmes de compétences, d'expertise, des problèmes de logistique, des problèmes de coûts. Qu'est-ce qui est le plus fort? Quel est le frein le plus visible? Alors, ce qui est assez étonnant, enfin, en tout cas dans les prospects qu'on rencontre nous, c'est que moi, les freins, je les voyais plutôt sur l'aspect logistique, dont on parlait tout à l'heure, je pense,
ou sur l'aspect budgétaire. Et en fait, non, le frein principal, on le ressent aujourd'hui, c'est l'aspect temps. C'est-à-dire que souvent, voilà, les interlocuteurs, les chefs d'entreprise nous disent on n'a pas le temps, en fait. Même si on fait site internet, qui va s'en occuper derrière chez nous? C'est la complexité, en fait, de l'organisation interne qui aujourd'hui pose problème. Vous nous disiez tout à l'heure que finalement, il existe plusieurs solutions pour se lancer dans l'e-commerce. Ça veut dire très concrètement pour les gens qui nous regardent, qui sont pour certains d'entre eux des commerçants, des artisans, des patrons de toutes petites entreprises, de toutes petites entités, que c'est possible même pour une toute petite entreprise? Bien sûr que c'est possible. On fait aujourd'hui des boutiques, des petites boutiques, en fait, même pour les commerçants de quartier. Ce qui était peut-être moins pertinent il y a quelques années, l'est aujourd'hui à cause de la pandémie, en fait, et à cause du confinement. C'est-à-dire qu'on dit aux commerçants de quartier, votre e-boutique, en fait, va vous permettre au moins de fidéliser votre clientèle existante, qui vous connaît, qui ne peut pas se déplacer chez vous dans un magasin physique puisque vous êtes fermé, par contre, qui peut commander vos produits. Donc, effectivement, c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. On l'évoquait tout à l'heure avec la lingerie Le Chat, qui a connu effectivement une forte hausse de son activité en ligne, de vente en ligne cette année. C'est quelque chose qu'on observe de façon générale, d'ailleurs, pour tous ceux qui avaient pris le train à temps, je dirais, et qui donc étaient opérationnels sur la vente en ligne cette année. Oui, il y a un critère qui ne ment à personne, en fait, c'est que tous les sites e-commerce qu'on met en place, en général, utilisent ce qu'on appelle des AdWords, enfin des ads de Google, donc le SEA, on en reparlera sur. Oui, les questions du référencement, on en parlera tout à l'heure. Oui. Et en fait, une fois qu'ils ont lancé ces campagnes-là, personne ne revient jamais en arrière. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement un retour sur investissement évident, quelle que soit l'activité. Alors, même si je pense qu'il y a encore quelques activités qui sont difficilement compatibles avec l'e-commerce. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que le e-commerce, ce n'est pas seulement, comme l'expliquait Daniel tout à l'heure, pour aller chercher de nouveaux clients qu'on ne connaissait pas, avoir des clients parfois éloignés de ces boutiques physiques, mais ça s'adresse également à sa propre clientèle, à celle qui existe déjà. Ça, c'est un phénomène, un argument en tout cas, auquel on ne s'attendait pas forcément. En quoi la personne qui vient habituellement chez moi va-t-elle bien pouvoir se servir de ma présence sur Internet? Ça semble assez évident. Enfin, la fidélisation, pour moi, c'est un des principaux atouts d'un site e-commerce. On en a parlé pour les commerçants de proximité, mais c'est valable aussi pour des PME qui distribuent sur un plan national. La personne qui passe, on va prendre un vendeur de vin par exemple, une personne de Lille qui passe et qui achète du vin de Bourgogne et qui en est content, ne va pas forcément se redéplacer en Bourgogne. Donc en fait, s'il y a un site e-commerce, évidemment, c'est extrêmement simple pour lui de recommander. En deux mots, on aura peut-être l'occasion de développer ce point-là également. Quand vous accompagnez un client qui veut se lancer dans la vente en ligne, quelles sont les conditions pour que ça marche? Si on devait résumer en quelques points les conditions indispensables, nécessaires et suffisantes peut-être, en tout cas nécessaires pour que ça marche. Je crois qu'il faut déjà, prévoir un budget suffisant et d'investissement et de fonctionnement, ce qu'oublient souvent certains e-commerçants. Oui. Oui, parce que derrière, il faut héberger le site, le maintenir, et puis surtout, il faut beaucoup d'actions de web marketing derrière pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement mettre en place une organisation interne pour que quelqu'un puisse alimenter ce site en contenu, en photo, mettre en place des actions promotionnelles, enfin, faire vivre l'e-boutique comme on fait vivre une boutique physique. Ça, c'est un point super important. Et puis derrière, il faut, évidemment, là, alors ça, c'est un aspect qu'on ne rencontre pas directement, mais que je vois indirectement. Il faut aussi une volonté vraiment très importante de la direction de l'entreprise, en fait. Il ne faut pas que ça vienne simplement d'un service qui veut lancer ça. Il faut que le dirigeant soit persuadé et convaincu, effectivement, qu'il faut aller sur l'e-commerce. Bon, on a eu une petite expérience là, de conseil de la part de Mr. Harry, donc on en profite, merci beaucoup. Une question du coup en rebond à tous les deux. Grégoire, ça prend effectivement beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est un vrai poste aujourd'hui de dépenses en termes d'investissement et de fonctionnement pour l'entreprise. Au moment de se lancer sur Alors, l'investissement au moment de se lancer, et puis ensuite, s'expliquer Daniel, c'est-à-dire la nécessité de suivre et de faire vivre. Dans l'entretien, c'est dans l'animation, l'entretien du site, c'est du temps, c'est donc des ressources humaines. Et je pense que si on les néglige, on va faire un investissement, et puis après, ça ne prendra pas. Ouais. Donc ça, pour nous, je crois que c'est fondamental.
Daniel, c'est également un point important chez vous. Vous avez ce sentiment qu'il y a, voilà, c'est un effort soutenu et continu qu'il faut faire à partir du moment où c'est lancé. Absolument. Nous, on a vécu les deux périodes. En fait, au début, on souhaitait le faire nous-mêmes et on s'est très rapidement rendu compte qu'on n'avait pas le temps, les ressources de temps pour faire ça de façon efficace. Et à partir du moment où j'ai outsourcé, j'ai pris une agence spécialisée pour animer cela. Effectivement, ça a un coût, mais ça a aussi une efficacité sans aucune mesure et on a décuplé nos résultats. Je termine ce tour de table avec Emmanuel Fénéon. Bonjour Bonjour. Emmanuel. Votre profil est un peu différent, enfin le profil de votre société est différent des deux que nous avons évoqués tout à l'heure. Votre jeune entreprise est ce qu'on appelle un pure player. Pardon, c'est peut-être pas le mot exact, vous allez corriger dans un instant. En tout cas, comprenez, chers spectateurs, que c'est une entreprise dont le métier est de vendre sur Internet et n'est de ne vendre que sur Internet, à la différence de Monet et du chat. Bliss Sport, c'est son nom. Vous êtes basé à Mâcon. Vous l'avez créé en 2018, donc toute récente. Et vous êtes aujourd'hui 9 personnes. C'est quoi le concept de Bliss Sport? Bliss Sport, c'est une place de marché en fait. C'est une marketplace qui ambitionne en fait de vendre des articles de sport avec une information la plus transparente possible, à la fois sur le produit, en ce qu'il a de bénéfique en termes de performance pour la pratique du sport ou pour les pratiques annexes au sport, et en ce qu'il a une information la plus transparente possible sur on va dire la RSE, entre guillemets, on y met beaucoup de choses dans la RSE, mais en termes de responsabilité du produit, ce qu'il a de bien sur la préservation de l'environnement, ce qu'il peut avoir en termes de matière, en termes de durabilité, des engagements mis en œuvre par la marque en fait pour réinventer un peu le monde du sport et arrêter le tout Chine, le tout bas de gamme ou le tout obsolescence programmée. Voilà. Donc votre job, c'est de sélectionner un certain nombre de produits, de marques, de produits. Alors nous, on sélectionne des marques ou des vendeurs et on ne sélectionne pas de produits. C'est en cela justement que je rejoins le discours de M. Porte tout à l'heure qui disait on peut, grâce à ça, montrer 100% de sa gamme. Donc nous, on ne se met pas en juge, on n'est pas là en disant on veut prendre que quelques références, on prend l'entièreté. Par contre, on donne l'information la plus transparente via un système de scoring en prenant des choses précises que sont les matières utilisées, les options de réparabilité, de recyclage, voilà, tous ces éléments. Avant d'être un vendeur, vous êtes déjà un guide ou un conseiller. Voilà, si vous voulez faire du sport et que votre pratique soit vertueuse, par exemple sur le plan environnemental, passez par nous, on a fait la sélection et ensuite vous choisirez le produit qui vous convient. Et on va plus loin puisque la plupart des gens, il y a des gens qui savent le faire déjà aujourd'hui ça, mais qui le font à un public militant ou un public déjà éco-conscient, éco-concerné qui va nécessairement aller chercher l'information parce que c'est son leitmotiv, parce qu'il est déjà touché, etc. Nous on pense que si on veut changer le monde, c'est aller toucher les autres personnes en fait, celles qui n'ont pas le temps, celles qui aujourd'hui n'ont pas le budget ou celles qui imaginent que c'est réservé à une caste ou à une élite. Parce que c'est cher, parce que l'image du développement durable est chère, ou genre de choses. Ou l'image du Made in France, des fois, parfois, peut paraître très cher. Or, ce n'est pas le cas. Parce que très souvent, les grandes marques, vous achetez ce que j'appelle un panneau de co, vous avez un beau t-shirt avec une virgule, vous faites plus plaisir à la marque qu'à vous-même. Et vous avez un prix qui correspond à un produit qui parfois peut être fabriqué en Europe avec des matériaux beaucoup plus durables. Donc nous, on essaye de mettre toutes ces marques en avant, et via un moteur de recommandation, on essaye de recommander, en fait, quand c'est possible, bien sûr, tout n'existe pas dans sa version responsable, on essaye de recommander un produit avec une marque plus responsable. Alors, site militant, on l'a bien compris, mais site militant sur lequel on achète, c'est-à-dire qu'on clique pour acheter par votre intermédiaire les produits qu'on trouve par ailleurs, soit dans des réseaux physiques, soit sur des sites internet. C'est ça, nous on est complémentaires, donc on ne vient pas chanter le fonctionnement de vente ou le prix facial, par exemple, du marchand ou du fabricant. Moi, je viens du retail, je ne viens pas du digital, je viens du physique au départ. Donc, ça fait 18 ans que je travaille dans la grande distribution et chez les fournisseurs après. Donc, je sais les problématiques auxquelles ils ont affaire. Je sais la difficulté pour eux d'encadrer un prix sur Internet. En plus, il y a énormément d'acteurs. Donc nous, l'objectif, ce n'est pas justement de les gêner. Nous, c'est d'aller leur donner de la visibilité sur des canaux, sur des segments de population, de clientèle auxquels ils n'ont pas forcément accès, auxquels ils n'ont plus accès aussi, puisqu'il y a beaucoup d'intermédiaires, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure. Et humblement, essayer de faire bouger le curseur vers quelque chose d'un peu plus responsable. Comment vous vous positionnez du coup sur Internet, dans cette grande foire qui est devenue Internet, entre les sites des grandes enseignes de sport, dont on ne donnera pas le nom mais tout le monde les connaît, les sites d'entreprises de fabricants comme Monet,
ou effectivement de distributeurs, de grossistes qui ont déjà leur plateforme. Alors- Vous arrivez à vous positionner, à vous... Alors, dans le positionnement, il y a la démarcation, c'est-à-dire comment vous démarquez finalement dans cette forêt de sites. En fait, la réponse, elle a été apportée par, par mes 3 autres collègues présents. Comme vous l'avez dit, il y a des magasins de sport, il y a des pure players qui sont déjà bien en place, largement plus que nous d'ailleurs, et qui sont sur un verrou, sur un système plutôt garder prix, marque propre. Ils développent leur propre marque blanche, etc. Et puis il y a de l'autre côté de petits fabricants, des fabricants qui vont vendre via leur e-shop, qui vont vendre via leur réseau de magasins physiques, parfois même des groupements d'achat, mais qui n'ont pas forcément accès justement aux grandes entreprises qui ont une volumétrie qui ne va pas forcément être adaptable, qui ont un système contractuel, tout à l'heure comme ça a été cité, qui est juste inabordable et inatteignable, puisque c'est beaucoup trop cher pour se le dire très clairement. Et nous, notre positionnement, il est très simple, c'est d'être complémentaire de toutes ces marques qui sont éparpillées de partout en fait, sur Internet, en les regroupant en un seul lieu unique. Donc notre système en fait, est assez simple, on se connecte à leur système, soit logiciel, soit e-shop, et nous, ce qu'on leur propose, c'est de leur apporter un flux des clients en plus en fait. Donc si je devais schématiser, j'ai été agent commercial pendant pas mal d'années, je suis un agent commercial virtuel. C'est-à-dire que quand je vends, on me rémunère. Quand je ne vends pas, j'apporte en plus de la visibilité parce que je parle de la marque dans tous les cas. Voilà. Est-ce que ça marche ? 2018, on n'a pas encore là. beaucoup de recul. On n'a pas, oui. Je suis encore là, j'ai le sourire. On donc n'a ça pas va. beaucoup de recul encore, mais est-ce que ça décolle ? Est-ce que ça part comme vous l'espériez ? Oui, Malgré la crise, qui, je ne sais pas, dans le domaine du sport, ce qu'elle peut... alors oui, elle a forcément un impact sur, je pense à des sports comme le sport collectif, les sports de combat, ou même les salles de sport par exemple. À côté de ça, il y a d'autres sports comme l'outdoor, les sports, le ski, le running, etc., qui en revanche, eux, sortent leur épingle du jeu. Il n'y a pas de messe dite dans chaque chapelle sportive, entre guillemets, aujourd'hui. C'est très fluctuant, c'est très évolutif. Donc voilà. Après, nous, on est plutôt satisfait d'une chose, c'est que ça fait bouger les mentalités, en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de... Internet est un outil, je crois que c'est vous qui l'avez dit. Et il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de débat sur il ne faut pas y aller ou il faut y aller. Internet est un outil. Et un outil, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on utilise de l'outil. Ce n'est pas ce qu'on nous impose de faire avec. On en fait ce qu'on veut en fonction de son business, en fonction de son commerce. Est-ce qu'on est commerçant? Est-ce qu'on est une marque? Est-ce qu'on est un revendeur? Est-ce qu'on est un grossiste? Peu importe. On peut adapter l'outil à son propre besoin et aux besoins du client. Il y a juste un travers à faire attention avec ça, à mon sens, c'est qu'il y a 2 travers quand on aborde Internet. Il faut sortir des dogmes politiques liés à certaines grandes enseignes, à certains pure players ou certaines marketplaces américaines, par exemple, pour ne pas les citer, qui vont en fait très vite cliver. Et puis, il faut sortir aussi un petit peu de son espace de confort. Et encore une fois, vous l'avez dit ça aussi tout à l'heure, ça nécessite, il y a un coût forcément humain, il y a un coût forcément d'adaptation, mais rares sont les entreprises, moi je ne peux pas vous en citer aujourd'hui, des entreprises qui ont fait demi-tour. Parce que, indépendamment du chiffre d'affaires que ça soulève, indépendamment de la rentabilité ou du mix marge que ça crée, ça apporte une visibilité et un contact direct avec le client. Et le client final, c'est lui qui vous dit de quoi il a besoin. Ce n'est pas nous. Et très souvent, quand on est sur le même business depuis des années, on a tendance à voir plus que les mêmes choses et à imaginer que le client pense quelque chose alors qu'il évolue le client. Vous n'avez pas répondu précisément à ma question, de savoir si ça marchait bien pour vous. En tout cas, Oui, ça marche si bien. ça décolle conformément à vos projets. Oui, ça marche très bien. Et voilà, aujourd'hui, on est 9, donc c'est plutôt positif. Bien entendu, oui, ça marche très bien. On est assez satisfait. Aujourd'hui, on a 90 marques qui travaillent avec nous, 90 entreprises européennes. Donc non, on est très européennes très toutes. Alors, c'est un choix personnel. On travaille avec des entreprises qui ont leur siège social en Europe. Alors, il y a un certain nombre de questions que je voudrais qu'on passe en revue pour celles et ceux qui nous suivent et qui se posent un certain nombre de questions après tout ce que vous venez de leur apporter comme élément d'information. Vous avez parlé de l'investissement, du coût, du temps qu'il fallait y passer, de l'énergie qu'il fallait déployer pour ça. On est une petite entreprise, on est une petite boutique ici à Chalon-sur-Saône, à Tournu ou à Mâcon. On vit de sa vie physique, je dirais. On veut se lancer dans le e-commerce. Ça coûte combien ? En termes d'investissement, en termes de moyens humains s'il faut en déployer, est-ce qu'il faut recourir à une agence spécialisée comme ça a été le cas pour Monesport? Est-ce qu'il faut internaliser la compétence comme c'est le cas, si j'ai bien compris, au chat? Voilà, toutes ces questions sur le comment on fait et combien ça coûte. Claude Poux.
Alors combien ça coûte, c'est très variable. Je dirais, si vous me demandez combien coûte une voiture, Oui. vous voyez que la réponse est plutôt large. Et pour le site internet e-commerce, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on peut commencer, on offre aujourd'hui pour les petits commerçants, par exemple, des e-boutiques sous forme d'abonnement, de location, ce qu'on appelle le mode SaaS, qui est très répandu, puisque maintenant on loue ses voitures, hein. Donc là, on loue une boutique. Donc là, ça peut faire quelques centaines d'euros par mois. Donc voilà, on peut, je dirais, tester et démarrer sur Internet de façon très simple. Après, celui qui veut des boutiques un petit peu plus évoluées, je dirais que la fourchette de prix aujourd'hui pour une PME, enfin une TPE-PME, c'est entre 7 et 50 000 euros en fait. Un site e-commerce, ça va dépendre effectivement de ce qu'on y met dedans, des liens qu'on fait avec un ERP ou un CRM, enfin voilà. Le choix que vous avez fait, l'un et l'autre, internaliser, recourir à un prestataire extérieur, qu'est-ce qui va justifier ce choix? Alors, Pour vous, Grégoire Chélinet, on n'a pas voulu tout Alain Boucher. internaliser et on a tout de suite créé un poste en se disant il nous faut un responsable e-commerce qui pilote le projet, le temps du lancement du site et ensuite qui anime le site. Pour autant, on ne fait pas tout en interne parce qu'il y a des points comme le SEA notamment qui sont tellement évolutifs avec SEA, les règles. vous précisez à nos spectateurs. donc Référencement payant. Référencement voilà, payant. SEA. Merci. Le référencement payant, c'est tellement évolutif avec les règles de Google qui changent et de Facebook par exemple qui changent quasi en permanence qu'avoir des gens qui soient des spécialistes en interne dans sa société, c'est très compliqué pour un indépendant ou une PME. Donc pour ces points-là, évidemment, on fait appel à des agences dont c'est la spécialité et qui eux-mêmes se forment et actualisent leurs compétences en permanence. Donc internalisation en partie, en tout cas, sur voilà, quelques compétences que vous avez internalisées, mais vous continuez sur l'aspect évolutif à faire confiance à des prestataires extérieurs. Oui, bien, je pense que c'est indispensable, mais ce qui est indispensable pour moi également, c'était de me dire qu'il y a un référent et qui ne fait que ça. Parce qu'on est parti sur Internet d'une page blanche il y a 8 ans, et rapidement, on voulait réaliser des ventes de manière significative en ligne. Et je pense qu'un des écueils pour les dirigeants, c'est de se dire, je suis prêt à investir pour créer un site. Par contre, je ne mets pas une personne qui va ne faire que ça. Et là, on risque de perdre du temps avant de s'apercevoir 2 ans plus tard qu'il y aura peut-être fallu mettre quelqu'un un choix de RH à faire. Ouais. Chez Daniel, chez Monesport, Daniel, vous avez géré comment cette question de la compétence? Je vous regarde, Daniel, en vous posant la question, pardon. Comment avez-vous géré cette question de la compétence chez vous au moment de vous lancer donc sur la vente en ligne? Alors nous, on a fait le choix, à l'inverse, d'externaliser cette compétence parce qu'on avait d'autres priorités à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs en termes pour notre développement. Si vous voulez, on a un sujet très très important chez nous qui est la R&D et on a fait des investissements à la fois en personnes et en équipement qui est assez lourd. Par conséquent, sur un sujet tel que le e-commerce, les réseaux sociaux, eh bien, nous avons fait le choix de dédier une personne à l'extérieur de notre entreprise qui va être spécialisée, qui a les connaissances, les compétences, qui va animer nos réseaux, notre site en partenariat avec nous. C'est-à-dire que nous l'alimentons, mais cette personne, et donc ces personnes même dans certains cas, ont les connaissances pour développer nos ventes et développer nos réseaux. Alors, si je vous dis que ça ne s'improvise pas, c'est une vraie expertise, une vraie connaissance, vous n'allez pas me dire le contraire, vous n'allez pas me dire le contraire. Claude Poux, évidemment. Est-ce que, où est la difficulté, je dirais, parce que je suis commerçant, j'ai ma boutique, je sais vendre, a priori. Là, il s'agit finalement de vendre par un autre canal. Où est la difficulté, où est la différence fondamentale qui fait qu'on pourrait avoir l'impression d'être capable de le faire tout seul comme un grand, mais qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît? Et puis, je vous poserai la même question, Emmanuel. Je pense qu'il y a 2 difficultés. Une d'ordre technique, puisqu'un site internet, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus technique qu'une boutique physique. Donc ça, il faut faire appel à un spécialiste, la création, on va dire. n'a pas le choix. Et puis, il y a le deuxième aspect, qui est l'aspect qu'on appelle web marketing. On a parlé de référencement payant. Il y a le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Il y a aujourd'hui la vente par les réseaux sociaux.
Tout ça, comme le disait Grégoire, c'est quelque chose qui est de plus en plus complexe, de plus en plus technique, et qui fait appel à des compétences très pointues. Donc on forme effectivement des gens chez nous pour acquérir ces compétences. Et pour un commerçant, c'est extrêmement complexe de se dire, je vais recruter une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, une autre qui travaille le SEO, le SEA, une autre qui fait de l'achat média. Enfin, donc ça, voilà. Donc il faut à un moment donné faire appel forcément, à mon avis, à un prestataire extérieur. Vous avez créé finalement un nouveau métier, même s'il est basé, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le représentant de vente qui a existé autrefois. Mais enfin là, on est quand même sur, effectivement, avec des niveaux d'exigence technique et de connaissances techniques particuliers liés à l'Internet. Oui, on n'a pas créé un nouveau métier, on a adapté à notre philosophie l'outil qui existait déjà. Après, voilà, pour le commerçant qui veut vendre sur Internet, quel est le résultat qu'il attend en fait de cette vente? Moi, c'est plus ça qui, à mon avis, est très important. Vous allez avoir des commerçants qui veulent un levier de chiffre d'affaires pur. Donc peut-être que la solution du e-shop soit même gérée ou même externalisée et peut-être pas la solution. Peut-être qu'effectivement, il faut être présent plutôt sur des outils type marketplace avec une forte volumétrie. Et là, on est dans un logiciel guerre des prix et c'est celui qui gagne la vente, quoi. Et on a aussi des entreprises, par contre, qui ont besoin d'exister sur leur place locale, typique du Covid, où aujourd'hui, les commerçants de centre-ville, par exemple, ont besoin d'exister auprès de leurs clients de proximité, n'ont pas forcément l'envie d'aller vendre à l'autre bout de la France, de gérer du Colissimo, de gérer de l'export, etc. Donc je pense qu'il faut déjà savoir ce qu'on veut faire, qui on veut toucher, pour après choisir l'outil. Après, c'est très, malgré tout, on a tendance à peut-être un peu imaginer comme c'est des métiers nouveaux, on a tendance à imaginer que c'est très compliqué. Ça l'est pas vraiment en fait. C'est juste qu'il faut s'y mettre et puis il faut se dire encore une fois que c'est un outil. Donc il faut juste mettre les bonnes ressources au bon endroit et avec les bons prestataires. On parle aujourd'hui, donc vous avez parlé de votre marketplace, des marketplaces qui existent. On parle aujourd'hui de marketplaces locales qui sont créées par des collectivités ou des fédérations de commerçants, par exemple, dans un contexte très particulier, certes, qui est celui de la crise, mais on peut imaginer que ça va durer, que ça va perdurer, que ça va peut-être même se développer. Il y en a beaucoup. Du coup, aujourd'hui, des marketplaces, on y perd presque son latin, parce que la marketplace ne va pas tuer les marketplaces à force de se multiplier avec tous les enjeux derrière de visibilité, de référencement qui vont être de plus en plus compliqués, parce que plus on est nombreux sur la place, plus c'est compliqué de se faire voir. Je dirais que quand on parle de marketplace, très souvent, encore une fois, on pense, pour ne pas le citer, à Amazon. C'est le logiciel de tout le monde. C'est plus de 20% des ventes en ligne en France aujourd'hui, je crois. Ça Mais pèse lourd. Amazon est aux hyper, parce que les hyper ont été aux magasins de centre-ville à leur époque. Ça n'a pas tué les magasins de centre-ville, ça les a fortement blessés, ça les a forcément repoussés dans leur retranchement. Ils ont dû se regrouper dans des groupements d'achat, etc. pour survivre. Ils ont dû vraiment s'adapter. Aujourd'hui, on a une vraie tendance sur ce qu'on appelle des marketplaces verticales, avec vraiment le fer de lance en France qui s'appelle Mano Mano, qui est vraiment la pépite franco-française dont on doit vraiment être fier, qui fait les choses bien et qui les fait justement avec ses fournisseurs, contrairement parfois à certains acteurs du physique. On a une multiplicité d'acteurs verticaux qui représentent des petites valeurs qui sont ni plus ni moins que des magasins en fait de centre-ville, multi-produits, mais virtuels. Donc peu importe qu'on en ait 1, 10, 100, 200, 300. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble de ce que ces marketplaces vous apportent. Quelle est leur valeur? Est-ce qu'elles vous poussent à baisser vos tarifs? Est-ce qu'elles vous poussent dans des systèmes contractuels qui vous ponctionnent? Est-ce que vous arrivez à encadrer votre politique commerciale? Et c'est en répondant à ces interrogations-là et en voyant un peu leur volumétrie qu'en les additionnant, vous pouvez exister. On travaille avec une marque, par exemple, qui s'appelle Lagoped, qui est une petite entreprise en Savoie. Lagoped, ils ont inventé un système, un vêtement de ski qui est 100% recyclé, qui est ultra durable, avec une vraie image, avec un vrai beau produit. On n'est pas sur du produit bas de gamme ou autre, c'est fabriqué en Europe. Aujourd'hui, Lagoped, vous le trouverez à la fois dans le physique, vous le trouverez à la fois sur plein d'outils numériques, à la fois sur plein de pure players, de marketplace et autres. Le prix est tout le temps le même. Le prix est constant parce que c'est géré correctement et qu'il a choisi avec qui il voulait travailler. Ce qu'il veut, c'est de l'audience. Et on peut le lui apporter. Alors, vous mettez le doigt justement sur un des points que je voulais aborder ensuite avec vous, la question du prix et la question surtout du positionnement de sa vente en ligne par rapport à sa vente physique. Je me tourne à nouveau vers les deux enseignes, les deux marques, les deux entreprises qui existaient préalablement dans le physique et qui ont ajouté l'activité de vente en ligne.
Comment est-ce que vous avez fait pour gérer? Parce que j'entends bien les commerçants qui nous suivent, qui vont se dire, ah bah moi, ou les entreprises qui fabriquent et qui disent, moi j'ai déjà tous mes distributeurs, si je leur mets un site internet en face, je vais les tuer, je vais leur réduire leur activité. Donc, pour cette raison-là, je ne veux pas y aller. J'imagine que c'est quelque chose qu'on entend, ça, Claude Pou, dans vos échanges. Comment vous avez géré ça chez Lingerie Le Chat, puis chez Monesport? Grégoire. Comment on l'a géré? On a été vigilant parce qu'on était convaincu que si on rentrait dans une guerre des prix alors qu'on a un positionnement haut de gamme, tout le monde allait être perdant. Nous, nos clients, toute la chaîne. Donc hors de question de vendre moins cher sur Internet. Non. Pour autant, ce qui nous a permis de mener cette politique, c'est de se dire que du moment que nous étions vendus sur Internet, c'était sur notre e-shop ou sur des marketplaces où nous contrôlions les prix. Ça aurait peut-être été différent si nous avions eu beaucoup de sites Internet indépendants qui nous avaient acheté nos produits et qui auraient pu être libres de pratiquer le prix de vente qu'ils voulaient. Donc nous, notre point de vigilance, il a vraiment été notre e-shop, nos marketplaces versus nos revendeurs offline. Sur des produits saisonniers qui ont une durée de vie par définition d'une saison, donc de 6 mois, ça reste, si vous êtes vigilant, tout à fait réaliste. Daniel, comment vous avez géré cette question? Je crois que vous avez une quinzaine, c'est ça, de vendeurs, de représentants de la marque qui vendent en physique dans toute la France. Tout à fait. Alors nous, la manière dont on a résolu cette problématique, elle est vraiment très très simple. C'est-à-dire que pour chacun de nos produits, nous avons un prix maximum recommandé. Vous savez qu'en France, le prix auquel les magasins vendent au public est libre. Donc on ne peut pas à aucun moment forcer un client, un magasin, quand je dis client, c'est magasin, on ne peut pas les forcer à appliquer le prix que nous souhaiterions le voir pratiquer. En revanche, nous, sur notre site, nous mettons en vente nos produits au prix que nous recommandons. Par conséquent, nous sommes toujours égal ou au-dessus du prix que pratiquent les magasins, de façon à ne pas leur faire de concurrence, j'allais dire déloyale. Elle n'est pas déloyale parce qu'il n'y a pas de loyauté ou pas, mais c'est notre politique commerciale qui est de nous aligner sur le prix que nous-mêmes recommandons. Voilà, ça tient en quelques mots. C'est une vraie question, ça, cette question du positionnement tarifaire sur son site, et de la question du risque de vampiriser son réseau physique qui est parfois très ancien, bien installé. On travaille avec des grands magasins, on travaille avec des boutiques, etc., qui n'ont pas non plus envie de perdre, je dirais, trop de ventes. Comment on gère cette question-là? C'est pas tellement le prix en fait qui revient en premier, c'est effectivement la peur de court-circuiter son réseau de distribution. Ça c'est la première question que nous posent les clients qui sont intéressés par, souvent qui font du B2B et qui voudraient faire du B2C en même temps. C'est le cas le plus courant. Donc c'est ne pas court-circuiter son réseau de distribution. Alors nous, on les conseille effectivement, il y a plusieurs approches possibles, elles ne sont pas valables dans tous les cas. Quand on veut vraiment, je dirais, toucher le client final, je pense qu'une des solutions, mais ce n'est pas forcément adapté à toutes les activités, c'est effectivement de créer soit une autre marque, soit une autre gamme de produits. Spécifiquement pour la vente en ligne. Pour la vente en ligne. Ce qui fait qu'on court-circuite un peu le parallélisme entre les gammes de produits, entre les deux réseaux, et on enlève la question de prix quasiment. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Je vois que vous hochiez la tête de façon un peu... C'est pas toujours possible en fait. Ce sont les mêmes produits? Ça peut être les mêmes produits. Avec marketés différemment? Marketés différemment. Ouais. L'équivalent des ou ça peut être des produits légèrement différents. On voilà. peut réserver une gamme de produits pour la vente en ligne, par exemple. C'est un choix que vous n'avez pas fait, par exemple? Vous vous êtes posé la question, j'imagine. On s'est posé la question, mais par la discussion qu'on a là, on est en train de se dire qu'on est en train d'opposer quelque part la vente en ligne et la vente physique. Alors que pour moi, il ne faut pas du tout les opposer, mais les deux vont ensemble. On partirait presque du principe que ce ne serait pas la même cliente qui achèterait en magasin et qui achèterait en ligne. Alors que la plupart du temps, c'est le même client, le même consommateur.
qui peut repérer en ligne, acheter en physique, qui peut repérer en physique, acheter en ligne. Donc les deux aujourd'hui vont de pair. Et la confirmation de cette tendance pour moi, c'est quand on pense aux commerçants indépendants qui, en quelques semaines ou quelques mois, se sont dotés de sites de vente en ligne. Ce sont des professions qui incarnaient le commerce physique. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils mettent un pied dans le digital. Donc pour moi, les deux sont liés. Il y a un moyen très simple de le voir, c'est est-ce que le chiffre d'affaires que vous générez via votre activité en ligne est un chiffre d'affaires additionnel, Ouais. ou est-ce que vous avez perdu du chiffre d'affaires en vente physique? Grégoire, c'est addition en plus. Sur les 3 C'est en dernières plus, années, c'est-à-dire que clairement, les deux circuits. Quand vous faites Commerce 12% de physique, vente en ligne, commerce c'est 12% digital. de plus. Ouais. En Sauf réalité. sur cette année Bon, Covid où 2020 là, pas. les rideaux étaient Et pour vous, malheureusement Daniel, fermés. c'est pareil, vous avez le sentiment qu'effectivement, vous gagnez des clients nouveaux, oui, vous gagnez des clients nouveaux grâce à la vente. Je vais être très honnête avec vous, c'est très difficile à dire parce qu'on ne peut jamais raisonner toutes choses étant égales par ailleurs. Les ventes en physique évoluent et les ventes Internet, partant de zéro, s'additionnent. Mais est-ce que c'est des ventes que je n'ai pas fait en magasin ou pas? C'est très difficile de dire. En revanche, je rebondis là-dessus pour reparler de la fidélisation dont vous parliez auparavant, c'est-à-dire qu'une personne qui a acheté mon produit, qui l'a découvert en magasin, peut tout à fait continuer à en acheter de la même marque par le biais de notre site. Et j'irai encore plus loin, vous savez, la distribution physique, c'est un goulet d'étranglement, puisqu'ils n'ont pas toute la collection, alors que sur Internet, on a tout ce que nous produisons. Donc, sur un site, un client, un consommateur va découvrir des choses qu'il ne verra pas en magasin. Et donc là, on peut parler de vente supplémentaire par rapport à ce que l'on ferait en magasin. Et pour reprendre ce que disait Claude Poux tout à l'heure, eh bien, effectivement, il est tout à fait possible de créer, alors je ne dirais pas une marque, parce que vous savez, créer une marque, c'est à peu près des millions d'investissements et du temps, mais par contre, créer des collections supplémentaires que l'on ne trouvera pas dans le physique, mais qui peuvent tout à fait se vendre très facilement sur Internet. Un autre aspect des choses qu'on n'a pas encore abordé, donc je voudrais qu'on en parle maintenant, c'est ce qui se passe une fois que le client a cliqué, qu'il a acheté. Il va bien falloir lui envoyer son produit, parce qu'en général, ça va se faire par expédition, à moins d'être dans un système de click and collect qui semble être devenu très à la mode. Mais en tout cas, il va falloir gérer ce qui se passe après le clic. C'est tout l'enjeu de la logistique. On ne peut pas se lancer dans la vente en ligne si on n'a pas sérieusement réfléchi à quel impact ça va avoir sur sa logistique. Vous confirmez, Claude? Pour moi, c'est effectivement un des points les plus critiques. Alors quand je dis critique, ça veut dire que c'est un des points auxquels il faut effectivement faire très attention quand on lance un site e-commerce. C'est que si ça fonctionne bien, la logistique devient vite le goulet d'étranglement. C'est-à-dire que si on n'a pas pensé et réfléchi à ça en amont, ça peut devenir très vite problématique. On a des exemples de clients chez nous qui étaient sur un marché de niche où ils ont été très rapidement débordés et donc obligés de faire appel à un prestataire extérieur pour s'occuper de toute la partie logistique. Ça demande considérablement de temps et d'argent à mettre en place pour que ça fonctionne correctement. Parce qu'avant ça, ils étaient 2 personnes à ne faire des colis toute la journée en fait, à ne faire que ça. Donc c'est vraiment un point, enfin j'aimerais bien connaître un petit peu vos sentiments, c'est pour moi un des points les plus importants qui peut vite être bloquant si on ne pense pas en amont. Non, chez Blissport, vous n'êtes pas concerné directement par ces questions de logistique. Ce sont les clients, les marques que vous représentez qui gèrent la logistique, ou vous-même, vous avez de la logistique à gérer sur de l'envoi de colis. Non, on ne gère aucune logistique puisque c'est vraiment les clients, les marques qui envoient elles-mêmes chez le client le produit. D'ailleurs, c'est elles-mêmes aussi qui facturent. Le client à la facture, on ne cache pas d'où vient la marchandise. Là, il n'y a pas... Voilà. C'est très important la logistique, encore plus dans le cas des marketplaces, puisque beaucoup de marketplaces proposent des solutions logistiques, que ce soit de l'achat-revente pur en fait, ou que ce soit même parfois juste du cross-docking, où on livre une plateforme qui, elle, après, va dispatcher. Ça influe sur 2 choses. Ça influe sur le prix du produit et ça influe aussi sur le pouvoir de la market sur ce prix. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, pour reparler de la solution Amazon, quand vous vendez en tant que marque votre produit à Amazon, il faut savoir qu'Amazon, par exemple, fait du price match. C'est-à-dire qu'ils vont toujours faire en sorte de se mettre
au moins cher, à la ligne, etc. Vous ne pouvez pas encadrer en tant que marque ce prix-là, vous ne forcerez pas Amazon de faire autrement. Donc vous dépositionnez votre produit et toute l'échelle de valeur en fait s'en trouve impactée. Et c'est là où justement les physiques ça pose problème. C'est là où en fait la concurrence devient difficile et où vos autres clients par ailleurs se disent mais en fait je ne peux pas le pister. Donc c'est très très important la logistique à la fois sur le coût que ça peut avoir pour l'entreprise mais en termes d'image aussi, en termes de négociation. Quand vous intégrez ces données-là, en revanche, ça peut être aussi une arme de destruction massive pour vos discussions avec vos autres interlocuteurs. Je donne un exemple sur le marché du bricolage. Aujourd'hui, Leroy Merlin, Groupe ADO et Kingfisher, Castorama de l'autre côté, c'est 75% des parts de marché en France. Si vous n'êtes pas chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, il ne reste plus beaucoup de sorties. Quand ces entreprises, dans les années 2010, ont dit on va faire le tout marque propre, les marques se sont mises à être absentes ou à être en marque blanche, donc cachées, pas à la vue des clients. Internet est arrivé à ce moment-là avec une solution géniale, c'est-à-dire réexister, remettre la marque au centre de la discussion. Quand vous intégrez correctement la gestion prix et logistique, vous pouvez retourner voir ces centrales d'achat, vous pouvez retourner voir ces acteurs en leur disant les clients plébiscitent mes produits, les clients ont vu l'entièreté de mon catalogue, ce que vous dites être ce qu'on appelle le 20-80, les 20% des références qui génèrent les 80% de marge, les 80% de chiffre, en fait, finalement, c'est faussé, puisque ça reste une sélection à la base, avec toute l'objectivité et toute la subjectivité de l'interlocuteur que vous avez en face. Donc, Internet, si vous intégrez à la fois cette idée, ce fonctionnement logistique, si vous intégrez ce fonctionnement d'encadrement des prix, de comment vous gérez votre visuel, c'est que du bénéfice pour la marque à la fin, en termes d'image, en termes de coût, et en termes d'accès à sa clientèle. Oui, il y a une reprise en main, je l'entends, de l'identité. Comment vous avez géré cet aspect logistique chez Auchan, lingerie Je Auchan? pense qu'on a eu une chance. Alors je mets Daniel et les chaussettes Monet dans le même panier parce qu'on a déjà une structure existante. On a des entrepôts, on a des agents en logistique, on a des équipes qui sont capables de préparer tout cela et on a un vrai avantage par rapport à des pure players qui sont des spécialistes du web, mais qui pour autant n'ont pas forcément les équipes pour s'occuper des stocks, des expéditions, etc. De la même manière... Donc vous saviez faire, on savait et ce n'est faire, pas des volumes notre tellement structure considérables au début que vous pouvait soyez... absorber le surcroît d'activité. Il en va de même pour le standard téléphonique. Oui. Parce que oui, dans la plus logistique, vous il y a êtes aussi ça. positionné, on a beaucoup parlé de prix tout à l'heure sur Internet, mais j'ai souvent tendance à dire qu'on offre un prix ou un service. On est tous autour de la table à positionner autour d'un niveau de prix et d'un niveau de qualité et donc de service optimum. La base, c'est d'être capable de répondre au téléphone quand une consommatrice nous appelle avec une question. La chance qu'on avait, c'était d'avoir une administration des ventes qui connaissait déjà bien les produits et qui était donc capable de renseigner une consommatrice finale au même titre qu'elle était jusqu'à présent capable de renseigner une revendeuse. Donc sur le fond, ça n'a effectivement pas changé. Oui, les volumes, la structure était là. Voilà, la structure était là et les volumes ne sont pas tels que vous soyez dans l'incapacité de les gérer vous-même aujourd'hui. En tout cas, Daniel, j'imagine pareil chez vous, les volumes n'ont pas modifié la donne. Allumez simplement votre micro, Daniel. Pardon. Je dirais exactement la même chose, c'est-à-dire que la logistique, ça fait partie de notre savoir-faire, notre cœur de métier. Et dans les dernières années, on a connu une belle augmentation de nos volumes, de nos flux en physique. Et donc l'augmentation du flux lié à Internet s'est mêlé à cette augmentation générale et ça ne nous a pas posé de problème. On a l'ADV, l'administration des ventes, le service logistique, les partenaires, tout ça c'est parfaitement huilé. S'il y a bien une chose que l'on sait faire, c'est depuis 50 ans faire des expéditions à la fois en France et à l'étranger. Donc ça, c'était pas le point faible. Je dirais le point faible, l'absence d'expérience, il est bien plutôt dans le savoir-faire des métiers du digital. Il faut connaître que ce n'est pas quelque chose que nous avions l'habitude de faire, d'où la nécessité de le faire traiter par des spécialistes. Ça, on l'a bien compris. Alors, dans les compétences, justement, merci pour la transition, Daniel, liées à la technique du digital, il y a tous ces enjeux liés au référencement. On l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, ça ne s'invente pas. Quels mots-clés on utilise pour bien monter dans les moteurs de recherche, notamment le plus important moteur américain que tout le monde utilise aujourd'hui, Google pour ne pas nommer, bien sûr. Et puis, il y a le référencement payant, là aussi. Quelle stratégie adopter? C'est un peu
nébuleux, confus, j'imagine, pour beaucoup de gens aujourd'hui. Cet univers-là est très mal connu et très mal maîtrisé. Et puis il y a une troisième dimension, l'objectif étant d'amener du flux sur son site internet, c'est le rôle des réseaux sociaux. Je ne sais plus si c'est Grégoire qui en a parlé tout à l'heure. Les réseaux sociaux, donc tout ça, déjà que ça prend du temps de s'occuper de son site internet et de sa vente en ligne. En plus, il faudrait s'occuper des réseaux sociaux. En plus, il faut répondre aux mails, parce que vous avez parlé du téléphone, mais maintenant, du coup, on est sollicité quotidiennement, j'imagine, par cet autre canal qui est le mail. Bref, ça fait beaucoup de choses indispensables pour faire vivre le site, pour qu'il soit bien référencé, pour amener du flux. Quelle stratégie vous conseillez à une entreprise qui se lance par rapport aux réseaux sociaux et par rapport au référencement? On en revient un petit peu à la complexité, je dirais, à l'unicité des métiers. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut effectivement faire appel à des prestataires extérieurs qui sont capables d'amener une vraie expertise sur des métiers qui changent très très vite. C'est-à-dire, on a parlé donc de référencement naturel, SEO, référencement payant, SEA, et puis SMO, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Tout ça, ça évolue à vitesse grand V. Aujourd'hui, on a Facebook Ads, ça n'existait pas il y a 5-6 ans. Donc tout ça change, évolue très rapidement. Google modifie ses algorithmes de façon régulière. Donc ça oblige effectivement à former des gens pour bien connaître, pour bien avoir cette expertise en matière de web marketing. Ce qu'on appelle le web marketing, donc qui représente tout ce qui peut apporter effectivement du flux et de l'audience à un site internet. Aujourd'hui, un petit commerçant qui est tout seul dans sa boutique, ou ils sont deux, qui vous dit non, moi, le site internet trop compliqué, trop cher, je me contenterai de Facebook. Voilà. J'ai une belle page sur Facebook, je la nourris tous les jours avec un post rigolo, ça va me suffire. Pourquoi pas? Ça fonctionne. Ça fonctionne pour des petits commerces de proximité, effectivement. Voilà. Après, les petits commerces de proximité n'ont pas besoin, effectivement, de toutes ces problématiques de SEO, SEA, SMO. C'est-à-dire que celui qui, aujourd'hui, à cause de la pandémie et du confinement, lance sa e-boutique pour toucher ses clients habituels, je dirais que lui, effectivement, il fidélise aujourd'hui. C'est vraiment un outil de fidélisation plus qu'un outil de vente où on va chercher de nouveaux prospects. Parce que déjà, il n'a pas les moyens d'aller livrer quelqu'un qui est à 100 km de chez lui. Très intéressant de retenir tout ça, c'est que quand on pense e-commerce, on pense Amazon, parce que tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui. Et vous nous dites qu'il existe des quantités de solutions, une très large palette de solutions, des solutions toutes simples qui effectivement peuvent commencer avec la page Facebook bien faite, jusqu'au site complet qui fait de la vente en ligne, etc. Vous êtes sur les réseaux sociaux, tous les trois, du coup, avec vos sites marchands ou marketplace. C'est un outil utile pour nourrir la fréquentation de votre site? Alors, en ce qui nous concerne chez Le Chat, évidemment, pour autant, ce n'est pas ce qu'on a privilégié sur ces dernières années. On est évidemment présent sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas pleinement satisfait de ce qu'on a pu faire et on s'est dit qu'il y avait avant d'autres priorités pour développer notre commerce en ligne. C'est pour 2021 qu'on se dit qu'on va franchir une étape, externaliser la gestion de nos réseaux sociaux et là, arriver à un palier supplémentaire et être capable, via les réseaux sociaux, de ramener des consommatrices sur notre site. Donc en 2021, il y a le nouveau site marchand de monnaie et il y a les réseaux sociaux de Lingerie Le Chat, qui est une actualité terrible. Daniel, comment ça se passe chez vous, les réseaux sociaux? C'est un outil de notoriété qui génère du flux et de l'image? Alors c'est un outil très important. Ça fait plusieurs années, 4 ou 5 ans qu'on a mis l'accent sur la présence de monnaie sur les réseaux sociaux. C'est essentiellement Facebook et Instagram. Il y en a d'autres, mais il faut se concentrer sur les plus importants compte tenu de notre cible de consommateurs. Et l'objectif était de développer notre notoriété. En fait, c'est un outil de médias, de publicité, comme pouvait l'être il y a quelques années la radio, la télévision, l'affichage ou la presse. Avec la possibilité d'être beaucoup plus pointu dans les actions de communication. Donc, on en fait et ça marche plutôt bien et on le relira bien évidemment à notre futur site internet pour développer les ventes. Pour le moment, c'est essentiellement un outil d'image. Et pour Blisport? Alors nous aussi, c'est un outil d'image et c'est aussi un outil qui nous permet de montrer que derrière le digital, il n'y a pas que des robots et des algorithmes, en fait, il y a des humains.
Et à Mâcon, dans les locaux de Bisport, il y a 9 personnes, des jeunes de 22 à, j'espère être encore un peu jeune, à 37 ans. Et en fait, on peut raconter l'histoire qui se passe derrière sans forcément tout ce qu'il y a en termes de marketing ou en tout cas en termes de volonté mercantile, en fait, de se dire on veut vendre, on veut vendre, on veut vendre. Donc nous, on s'en sert plutôt dans cet esprit-là, en expliquant que, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition, en fait. C'est finalement, encore une fois, un canal de plus. On peut s'en servir comme il faut ou pas, mais c'est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, les plus gros, ceux qui aujourd'hui posent la polémique, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, finalement, c'est ni plus ni moins que ce qu'on en a fait. Puisque aujourd'hui, ceux qui vendent chez eux sont souvent les distributeurs, les clients des propres marques qui très souvent, moi dans le domaine du sport, si vous allez au Black Friday là, qui va arriver, c'est absolument extraordinaire, vous verrez que c'est quasiment que des magasins qui vendent sur le Black Friday ou des e-shoppers, qui soldent les stocks qu'on leur a mis. Bien sûr, avec cette année, c'est un peu compliqué, mais les années précédentes fonctionnaient de la même façon, même s'il n'y avait pas cette actu. Donc on peut montrer grâce à ces réseaux sociaux que nous, on essaye de faire les choses autrement, sans moralisation, mais qu'il y a de l'humain, qu'il y a une vraie histoire derrière. Vous avez utilisé le mot d'humain et je voudrais qu'on conclue nos échanges autour de cette idée-là. J'ai cru comprendre quand même que quel que soit l'univers, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le marché cible, on ne peut pas se passer d'une réflexion sur la présence sur Internet. Comment on est présent, ça, discussion à avoir avec, si possible, quelqu'un qui s'y connaît un peu et qui peut effectivement donner les solutions les plus adaptées à chaque situation. Je voudrais juste finir cette table ronde avec une prise de parole de chacun de vous d'une minute, pas plus, sur la façon dont vous imaginez le commerce d'ici 5, 10, 15 ans. On entend tout aujourd'hui, et en particulier le commerce complètement dématérialisé, on achètera derrière son écran, pire, depuis son téléphone qu'on ne quittera plus des yeux ou qu'on aura greffé dans le cerveau. Est-ce qu'on est en train d'inventer un nouveau commerce déshumanisé, pour reprendre le terme d'humain que vous utilisiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on réussira à tout acheter sans plus jamais rencontrer personne et plus jamais serrer la main de son commerçant, ou au contraire, est-ce qu'Internet va quelque part nous amener à cette réflexion que c'est pratique pour un certain nombre de cas, de situations d'achat, mais que malgré tout, ça reste un outil parmi d'autres et seulement un outil parmi d'autres. Alors je ne sais pas s'il sera à 25% ou à 10 ou à 15%, mais en tout cas ce ne sera qu'un outil parmi d'autres. Voilà, je voulais qu'on termine sur cet échange, sur cette idée-là et votre vision à vous de ce que sera le commerce dans 10 ans. Daniel, je vous donne la parole pour conclure. Je pensais avoir un petit peu de temps pour préparer ma réponse, mais finalement non. En fait, vraiment par définition, les choses évoluent, il n'y a pas de rupture. Il y a simplement des points d'accélération comme la crise du Covid que l'on voit actuellement. Et je pense que, par conséquent, la place du e-commerce quantitativement va continuer à augmenter et par rapport à ce qui se passe dans les magasins physiques. Et les magasins physiques vont avoir besoin de se réinventer eux-mêmes. On parle en anglais de shopping experience. Il est vrai que les magasins dans lesquels il n'y a aucun intérêt particulier à venir, si ce n'est pour avoir du conseil, pour avoir des essais, eh bien ces magasins-là ont du souci à se faire. Il faut que les magasins, eux, réfléchissent à ce qu'ils peuvent apporter de plus par rapport à Internet. Les ventes sur Internet, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Elles peuvent apporter le choix, la rapidité, bien souvent des prix, mais c'est une chose que l'on ne peut pas remplacer, c'est l'échange entre un acheteur et un vendeur et l'expérience physique du produit. Maintenant, je pense qu'il suffit de regarder les courbes d'évolution du e-commerce depuis son apparition jusqu'à aujourd'hui et de continuer la courbe pour se rendre compte du rôle que ça va jouer. Qualitativement, je pense que la technologie va nous apporter des choses de plus en plus intéressantes, comme les produits en 3D. Vous savez, par exemple, dans l'immobilier, on peut visiter maintenant les appartements, les maisons, faire des visites virtuelles, chose qui était quand même assez impensable il y a encore quelques années, 5-6 ans. Donc,
Par contre, quand il s'agit de négocier un prix, de voir la réalité, rien ne remplace le réel. Donc, dans quelques années, eh bien, je pense qu'il faudra que absolument tout le monde, tout commerçant, que ce soit une marque, que ce soit un détaillant, soit équipé pour être présent sur Internet, tout en gardant un pied dans le réel. Merci, Grégoire Chalumet. Daniel a déjà dit beaucoup de choses, j'adhère complètement à ce que tu as pu dire. Moi, je me dis que dans les 10 années qui viennent, ça va être pleinement l'avènement de ce qu'on appelle la génération Z. Cette génération qui a aujourd'hui une vingtaine d'années, qui sera une population pleinement active, avec des revenus dans les 10 années qui viennent. Et ça me permet, en parlant de cette génération, de dire que ce n'est pas parce qu'il y a un avènement accru de la technologie, des technologies, qu'il y a moins d'humains. Pourquoi ? Parce que cette génération Z, elle est très sensible à des valeurs qu'on pensait avoir perdues, qui existaient peut-être il y a 30 ans, puis qu'on pensait avoir perdues dans les années 90. Et on s'aperçoit qu'elle est extrêmement férue de valeurs et qu'elle n'achète pas si elle ne retrouve pas ces valeurs. Donc là-dessus, je suis assez optimiste en me disant, ok, il y aura de la technologie qui va nous permettre d'aller plus vite, qui nous offrira sans doute un meilleur service. Pour autant, est-ce qu'il y aura moins d'humains et qu'on sera déshumanisé et donc moins de valeur ? Non, parce que du moment qu'il y a des valeurs, il y a de l'humain. Emmanuel Fénéon, vous partagez cet optimisme sur la capacité des acheteurs à faire la part des choses finalement demain ? Oui, je pense même que ça, c'est même déjà en route. Bon, pour moi, c'est déjà en cours. Après, sur la déshumanisation, je vous dirais, moi j'ai commencé à tirer des palettes chez Leroy Merlin. Je peux vous dire que quand vous avez fait un samedi après-midi à tirer des palettes chez Leroy Merlin, vous avez beau être en face du client, c'est relativement déshumanisant. Donc Internet n'est pas du tout une barrière à l'humanité, au contraire. Je pense que l'évolution, quand on le voit, il y a de plus en plus de sites qui sont vraiment verticales, spécialisés, et qui sont amenés vraiment à développer un commerce où ils savent de quoi ils parlent et ils savent de qui ils parlent quand ils parlent de leurs fournisseurs. Je pense que ça, les clients vont finir par avoir exactement au même titre que dans le physique. Vous avez votre boutique de chaussures, vous avez votre boucher et vous avez votre fromager. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4 sites qui vont vraiment correspondre à votre attente. Et ça viendra en complémentaire de votre vie de tous les jours. Et voilà. Je pense que c'est un équilibre qui va se faire, au même titre que l'équilibre s'est fait entre les hyper et les boutiques. Cette complémentarité, on la voit d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais on voit aujourd'hui le phénomène inverse, c'est-à-dire des pure players, des entreprises qui vendaient, qui se sont lancées sur Internet, qui ouvrent des magasins physiques. C'est aussi une tendance qu'on voit apparaître aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le phygital, en quelque sorte, voilà. Un nouveau mot qui voilà. Mais vous avez même des marques qui démarrent en même temps, au même endroit. Le slip français, ils vont faire aussi bien du digital que du physique. Donc, Claude Poux, c'est un débat d'arrière-garde de se poser la question évidemment de savoir si Internet oui ou non, et si j'y vais pas. La question c'est comment et avec quelle valeur, pour reprendre le terme qu'utilisait tout à l'heure Grégoire. Non, mais je crois qu'on est tous d'accord. Moi je pense au contraire en fait. Si on regarde l'évolution du commerce en France et dans le monde, l'avènement des super et des hypermarchés, ça répondait à un besoin existant ou pas des consommateurs en fait de se dire je trouve tout au même endroit. L'avènement d'Internet aujourd'hui, c'est de dire en fait je commande everywhere, partout, quand je veux. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on se rend compte depuis quelques années qu'il y a un retour vers les commerces de proximité, qui est lié justement à tout l'aspect écologique, l'empreinte carbone, etc. Les gens veulent aussi plus de qualité. On parle beaucoup de malbouffe, voilà. Donc ce retour vers des commerces de proximité, je trouve qu'il va vraiment bien en parallèle avec l'avènement d'Internet, parce qu'il faut bien se dire qu'on n'est pas tous citadins, et qu'il y a des gens qui vivent dans des... Moi, j'ai vécu dans un petit village, en fait, et quand on veut commander quelque chose, ben, on n'est pas obligé toujours de faire 50 km avec sa voiture. Donc, en fait, Internet apporte aussi cet aspect-là qui est quand même essentiel, de se dire, je peux commander, soit me faire livrer, soit retirer après en drive. Et je pense que Internet va au contraire bien épouser ce retour vers les commerces de proximité. Donc, l'humain aura vraiment toute sa place. Et je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est très important, je pense, pour un commerçant, Internet ou pas, ça reste le service. Voilà. Il faut apporter du produit, du prix, mais du service. Et donc, c'est aussi une manière de se différencier.
le e-commerce qui est à la fois une vitrine dans la rue, parce qu'elle répond à une clientèle de proximité, et une vitrine de France ou une vitrine du monde. C'était vous, je crois, qui avez utilisé cette expression quand on avait préparé cet entretien. Voilà, donc avec cette double dimension qui la rend complètement pertinente pour la plupart d'entre vous qui dirigez une entreprise commerçante, artisanale ou industrielle. Merci beaucoup à tous les 4 pour votre participation à cette table ronde. Et on enchaîne dans quelques instants avec la table ronde numéro 2 de cet après-midi sur l'impression 3D. Merci à vous. Merci.